Bonjour Eric. Salut, ça va? Ouais, ben on est en live là. Eh ben, on va, on va commencer. Je pense qu'il est 10h pile, hein. Il est 10h pile. Exactement. Bon, on va avoir le plaisir de faire un live sur une technologie française. Ça, ça va changer sans doute beaucoup de gens qui ont l'habitude de ce genre de choses. Mais il faut vivre avec ces valeurs dans la mesure du possible. Bon, est-ce que tu es prêt? On peut y aller? On peut y aller. Il y a une dizaine de personnes qui sont en train de nous regarder. Eh bien, parfait. Alors, allons-y. Alors, bonjour à tous. On va avoir le plaisir de discuter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avec Thomas. Les lives qu'on fait, c'est sur l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose qui est très intéressant avec Thomas et avec Weller, c'est que c'est de l'intrapreneuriat, parce que c'est une entreprise qui a démarré dans une structure. Et en plus, Thomas a une expérience intéressante à nous faire partager, c'est comment est-ce qu'on fait pour convaincre un milliardaire, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous ceux qui démarrent des startups, en tout cas certainement pas de tous ceux avec qui j'ai pu faire des lives. Donc, Thomas, je vais commencer par t'essayer de présenter toi et Weller, et puis ensuite on va parler de l'entrepreneuriat. Avec plaisir. Oui, ben moi je suis un entrepreneur. J'ai monté donc Waller, qui est une solution de réseau social sécurisé ou de réseau collaboratif sécurisé et qui permet voilà, aux entreprises, aux associations, aux écoles, aux institutions de bénéficier d'une plateforme de réseau social qui est dédiée, Made in France, évidemment. Et puis voilà, c'est une entreprise qui a maintenant 7 ans, puisqu'on est né en 2013, et on a une vingtaine de collaborateurs. Et je dirais, rien que pour finir l'introduction, que 2020 était une année formidable parce qu'on est passé de 12 collaborateurs en janvier à 20 collaborateurs aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment une belle année. Et l'année aussi, pour nous, de la rentabilité. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors Eric est parti, c'est bien. Et je le remets sur scène. Et oui, et quand Eric m'a proposé donc de faire un live sur Instagram, qui ont choisi c'est je dirais principaux. Voilà, la souveraineté numérique, c'est la possibilité de croire encore que l'Europe est capable de faire émerger des technologies mondiales. Voilà, j'ai présenté Waller pendant ton absence, cher Ouais. Eric. On n'a qu'une seule difficulté, c'est que moi j'utilise le téléphone pour les lives et de temps en temps, si j'ai un appel entrant très insistant, ça peut déconnecter, mais on va faire avec. C'est pas grave. Euh, Weller étant présenté, aujourd'hui concrètement, il y a combien d'utilisateurs de Weller? Alors, ça représente 500 000 utilisateurs qui voilà, se sont inscrits sur la plateforme depuis 2013. L'essentiel de ces utilisateurs se sont inscrits quand même les 2 dernières années, je dirais. C'est plus de 20 000 plateformes qui existent, des très petites et des très grosses, puisque notre plus gros client a une plateforme qui rassemble aujourd'hui près de 100 000 utilisateurs. Ouais, pour être exact, 80 000. Voilà, c'est une grande institution française dont je tairai le nom parce que ça aussi, c'est un défaut français. Personne n'a le droit de communiquer sur rien. Bon, d'habitude, je dis toujours leur nom, mais bon, là, je vais essayer de respecter un peu les règles. Ouais. Euh, et donc ça fait quand même pas mal de monde. Alors une question qu'on a déjà posée en off, mais que je vais reposer. Donc aujourd'hui, je suis très content d'être sur un outil de live français. Quand est-ce que je pourrais utiliser Weller à titre personnel? Ah, depuis le début, Waller a d'abord été créé avant même d'être un réseau social construit clairement aujourd'hui pour les organisations. Avant tout ça, Waller, c'était un réseau pour faire du réseau social personnel.
avec l'idée de faire des sphères sociales qui sont absolument privatives. Et c'est encore le cas. La plupart d'ailleurs des sphères dans Waller sont des sphères personnelles. Simplement, ce n'est pas le gros de nos utilisateurs. Donc, c'est que des petites sphères. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des Waller pour faire des réseaux familiaux, des réseaux d'amis. Voilà, c'est assez répandu comme usage sur notre plateforme. Et c'est la difficulté aussi de pouvoir positionner finalement un business entre une plateforme qui est née à la fois dans le B2C et le B2B, qui a toujours gardé ces deux poumons, je dirais, que je ne décorrèle pas. Parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit partout ailleurs. Parfois, les gens me disent, mais attends, c'est pas clair, c'est B2B, c'est B2C. En fait, ce qui est clair, c'est que Gmail, au départ, c'était B2C, c'est devenu B2B, que Facebook, c'était B2C, c'est devenu B2B, que l'ensemble des plateformes qu'on utilise aujourd'hui, Skype, par exemple, c'était B2C, c'est devenu B2B. En réalité, cette scission des modèles, et ça vient de l'ancien monde, quoi. Enfin, aujourd'hui, les technologies, celles qui fonctionnent le mieux, se sont éprouvées au B2C. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais on va commencer par parler un peu de l'intrapreneuriat, parce que l'une des grosses difficultés, puisque toi, tu es éditeur de logiciels, l'une des grosses difficultés pour les éditeurs de logiciels en France, c'est de se financer. Donc, toi, tu as une histoire un peu originale, puisque tu as fait de l'intrapreneuriat. Ouais. Moi, je pense que dans les années qui viennent, avec les suites de la Covid, l'intrapreneuriat et la reprise vont être importantes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Oui, alors effectivement, il y a eu un démarrage chez Waller assez particulier parce que j'ai construit Waller dans un premier mouvement en 2012 puis 2013 en convainquant Vincent Bolloré d'investir dans mon projet. Et ce n'était pas une idée nécessairement de start-up avec un fonds d'investissement classique, ce n'était pas du tout classique. Et j'ai eu l'audace ou la chance d'abord de rencontrer Vincent Bolloré qui a quand même mis 2,5 millions dans Waller sur les premières années, de pouvoir le convaincre sur un modèle qui n'était d'ailleurs pas le sien, qui est toujours pas le sien, parce que c'est quand même le groupe Bolloré, c'est quand même l'industrie, c'est quand même pas un incubateur de start-up. Et d'ailleurs, il y avait 1 ou 2 exemples, c'est tout dans tout le groupe. Et ça a commencé comme ça, donc c'était très particulier. C'est pour ça qu'on avait mis comme titre comment convaincre un milliardaire d'investir dans votre projet. En réalité, je ne sais pas s'il y a de solution miracle, mais ça a été cette époque d'abord une rencontre, ça c'est très important de le dire. C'était quand on est comme ça, quand on discute avec des gens, c'est pas des structures en fait, c'est des personnes directement qui ont leur propre capital et qui veulent investir, comme les business angels de façon plus classique. C'est d'abord une rencontre humaine, et puis c'est réussir à convaincre sur une idée, sur un mot, sur un concept. Moi, j'ai jamais convaincu Bolloré sur un business plan, ni sur des chiffres. Ça, c'est très important de le dire. Après, les discussions sont venues sur les chiffres par la suite. Mais ça a été très intéressant. Alors oui, c'est de l'intrapreneuriat, on peut dire ça comme ça. À la fois, moi, j'avais commencé Waller avant de rentrer dans le groupe Bolloré, puisque c'est comme ça que j'avais croisé le président. Mais c'est devenu du véritable intrapreneuriat, en ce sens que le groupe Bolloré, d'abord, on était une filiale, et puis le groupe Bolloré nous apportait tout le support, vous savez, en outils juridiques, RH, compta, évidemment, pour que la petite équipe que je dirigeais à l'époque, qui était 4-5 personnes, se concentre uniquement sur la R&D, sur le produit, puis après sur les ventes. C'est venu un peu plus tard. Et donc ça, c'était vraiment l'apport d'un groupe aussi avec son expérience, son réseau aussi. Les premiers clients de Waller, c'est des clients intra-groupe. Et on a fait notre premier gros client, c'est Autolib, où on avait fait le club des utilisateurs Autolib. Il y avait 20 000, non, c'était monté jusqu'à plus 30 000 personnes, je crois. Donc, c'était pas mal. On a éprouvé notre infrastructure comme ça. Enfin, c'était intéressant. Et puis, il a fallu quand même, au bout d'un moment, faire des preuves à l'extérieur du groupe Bolloré, bien entendu. Et puis, jusqu'à aussi, je dirais, une séparation, parce que moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir négocier le rachat intégral de Waller au groupe Bolloré, qui aujourd'hui n'est plus dans le capital. Ouais, ça c'est un truc dont beaucoup de gens n'ont pas conscience.
c'est que moi, toutes les startups qui ont eu des belles réussites que j'ai vues, et toi, tu en fais déjà partie, puisque tu es déjà dans le vert cette année, les fonds, ils rentrent, mais ils sortent aussi. Et il ne faut pas oublier qu'ils sortent. C'est d'ailleurs le principe d'un fonds d'investissement, en tout cas un fonds classique. Je dirais pas que c'est pas forcément ce qui est le fonctionnement d'un business angel ou même d'une entreprise, d'une industrie qui veut monter des entreprises sous forme de filiales. Mais clairement, un fonds d'investissement, un investisseur, s'il rentre dans votre société, c'est pour la quitter. C'est-à-dire, c'est pour faire une plus-value. Il met 1 euro, il veut récupérer 10 euros, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle il met 1 euro, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, pour certains entrepreneurs, c'est probablement très naturel parce qu'on leur a enseigné ça en école de management. Mais pour moi, qui était un modeste ingénieur, développeur, c'était pas du tout naturel. Moi, je m'imaginais pas quitter ma société comme ça. C'est-à-dire que s'ils font part, en fait, l'entrepreneur part aussi. Hein, quelque part, à moins de refaire des levées successives, c'est pour ça qu'on appelle ça série A, série B, série C, ou dans cette course à la valeur de l'entreprise, à la valorisation de l'entreprise, il y a plusieurs étapes qui sont autant d'étapes pour laisser sortir les premiers investisseurs qui vont donc faire une plus-value. C'est une logique uniquement financière qui, pour moi, je la critique, hein, cette logique tout de même, parce que elle est, on peut comprendre évidemment que créer de la valeur, ça c'est évidemment essentiel, mais on peut aussi malheureusement souffrir de ce point de vue, à mon sens, court-termiste. C'est-à-dire que les fonds d'investissement veulent partir au bout de 3-5 ans, ça faut le savoir. La plupart, hein, certains font l'exception. Il y a tout ce qu'on appelle les family office, qui sont peut-être des fonds qui durent plus longtemps, ou des gens qui sont plus dans des logiques d'entrepreneurs aussi, qui du coup vont viser du long terme. Mais la logique court terme prime dans cet écosystème aujourd'hui de financement des startups et de l'innovation. Et finalement, c'est un modèle qui n'est pas, à mon sens, Eric, toi, tu dois connaître ça aussi, c'est un modèle à l'opposé de nos modèles. Nous, on a envie de faire croître sur peut-être une vie entière une entreprise, un groupe, etc. Toi, tu diriges même un groupe de plusieurs boîtes, donc c'est pas du tout les mêmes logiques. Et l'intelligence peut-être des uns et des autres, c'est qu'à un moment, on réussisse à faire des compromis. C'est-à-dire que oui, on peut faire rentrer des fonds, ils peuvent sortir, on peut s'arranger pour que ça puisse fonctionner. Le truc, c'est que les fonds, ce sont les entreprises et ce sont les entreprises financières. Maintenant, après dans le déroulement, les gens qui sont dans les fonds sont des hommes aussi. Donc, moi, j'ai vu toutes les choses désagréables dont tout le monde parle, mais il y a aussi beaucoup de belles histoires quand même. Donc, ça dépend, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les fonds sont les entreprises. Et donc, tu nous as bien dit comment ce que tu avais amené, amené 1, 2, 3, le groupe Bolloré. Mais est-ce que, finalement, pour quelle raison est-ce que toi, tu as souhaité prendre ton indépendance à un moment? Parce que dans l'entrepreneuriat, en général, la prise d'indépendance est prévue. Mais dans ton cas, est-ce que c'était prévu et pourquoi vous l'avez fait? Non, c'était absolument pas prévu. Pourquoi vouloir prendre son indépendance? Parce qu'on ne pouvait pas continuer à se développer avec l'ambition que je porte et que je portais dans les conditions du groupe. Pour une raison très simple, c'est que le modèle d'industrie familiale du groupe Bolloré, c'est un modèle rentable immédiatement. Et donc, il fallait pouvoir dégager de la marge ou du moins ne pas perdre trop d'argent. Et donc, la logique qui s'est imposée à nous, mais dès le départ, ça a été embaucher au compte-gouttes, embaucher si possible des salaires pas trop élevés, ce qui signifie des plus jeunes et donc des moins expérimentés, ce qui signifie donc du turnover aussi, et beaucoup de complications de négociation, parce que finalement, moi, je passais beaucoup de temps à négocier avec le groupe pour avoir le droit d'embaucher une personne supplémentaire. Je me souviens que j'avais embauché un directeur de la communication, j'avais mis 6 mois à convaincre le groupe d'accepter cette embauche, alors que c'était une nécessité absolue que de communiquer sur ce que nous faisions. Et donc, toutes les fonctions de communication
de marketing était priorité 2 quoi, pour le groupe. Et moi, or, je portais évidemment une ambition d'abord d'investissement dans la technologie, que je porte encore. C'est-à-dire que si on veut faire décoller nos boîtes techno aujourd'hui, il faut arrêter de faire ça avec 10 personnes. On a besoin de monde parce que face à nous, nos concurrents internationaux, que sont les GAFAM en l'occurrence, c'est 10 000 développeurs chez Facebook. Vous voyez, donc ça n'a juste rien à voir. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Et donc, c'est des produits qui vont beaucoup plus vite et donc qui raflent la mise. Voilà. En plus de ça, ils dépensent, et on le sait aux États-Unis, une quantité d'argent phénoménale en marketing, en communication, en publicité. Ils n'ont absolument pas peur de ça. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Et c'est comme ça que les GAFAM se sont créés. Et puis, je dis les GAFAM, mais toutes les boîtes qui sont en train d'être créées outre-Atlantique. Nous, en Europe, à la fois, on est schizophrène, quoi. À la fois, on voudrait faire comme eux, mais à la fois, on tient le discours que je viens de te tenir il y a 2 secondes en disant, mais non, mais c'est bien aussi du long terme pour être rentable, machin. Donc, il y a une sorte de schizophrénie qui nous empêche d'avancer. Et ça, je vivais ça clairement dans le groupe Bolloré. Donc, voilà, moi, ce que j'avais souhaité, c'est qu'au moins, non pas me séparer, mais au moins avoir de l'investissement. Voilà. Ouais. Et donc, j'avais commencé à négocier avec eux de l'investissement. C'est-à-dire mais sous une meilleure forme que de l'apport en compte courant. C'est ce qui se faisait. Et ça, bon, ils n'étaient pas tellement d'accord. Bon, ils avaient hésité un peu. Puis après, je lui ai dit, très bien, si vous ne voulez pas vous investir vous-même, laissez-moi au moins trouver des investisseurs qui rentreront au capital. Bon, ils ont été d'accord, mais la condition, c'était évidemment qu'ils ne soient pas majoritaires, parce que personne ne va vouloir investir dans une société filiale du groupe Bolloré. Ils détenaient Waller à 75% quand même. Enfin voilà, pour finalement payer à la place d'un groupe qui était tout à fait capable de payer ça. Et donc, ça s'est finalement, peu à peu, ils ont accepté l'idée de se diluer, donc de me reluer, ce qu'on appelle se reluer, c'est-à-dire changer un peu le pourcentage. Et puis, en termes de relution, finalement, ils ont accepté de tout me revendre. Voilà. Et donc, ça a été une étape extrêmement importante. C'était il y a 2 ans et demi. En juin 2018, où on a fait un véritable reset de la société. C'est-à-dire qu'à l'époque, on devait être 6 ou 7 salariés. Voilà, et on a... mais avec le recul, je me dis que j'étais fou parce que à l'époque, ne serait-ce que pour récupérer les comptes en banque, j'ai dû mettre 6 mois, quoi. Parce que les agences, c'était des agences corporate, il fallait les agences PME, enfin bref, des trucs comme ça. Mais on s'en foutait, quoi. On dépensait. Et puis un de ces quatre matins, s'est réveillé en se disant, enfin, moi, je me suis réveillé, c'est là où tu es intervenu, Eric, d'ailleurs, en me disant, quand même, chef d'entreprise, c'est aussi piloter les comptes, quoi. Donc, voilà, on a appris, je dirais pas à nos dépens, parce que je pense que les choix qu'on a fait à l'époque ont été d'excellents choix. Et d'ailleurs, 2018 a été une année formidable pour nous, parce que on a vraiment eu pignon sur rue dans les médias d'une part, des signatures de contrats importants, et on n'a jamais fait autant de croissance que depuis 2 ans. On a fait, je crois qu'on avait fait 70 points de croissance en 2019, là on va faire 100 points en 2020, donc c'est quand même formidable, quoi. Ouais. Donc moi, ce que je retiens sur la première partie, qui est l'intrapreneuriat, c'est que pour convaincre un milliardaire, en fait c'est tout simple, il faut lui parler. Il faut le rencontrer. Oui, il faut oser. Non, mais il faut rentrer dans sa tête. C'est assez compliqué. Honnêtement, il n'y a pas de recette. Mais pour convaincre Vincent Bolloré, j'ai quelques recettes. Ouais, mais je ne les donnerai pas en public. Non. Mais en tout cas, oui, ce que je peux dire, c'est que, tu sais, moi, j'ai lu un très bon bouquin qui s'appelle Les 75 lois de Fox. Et dans les 75 lois de Fox, qui est sous-titré d'ailleurs « Comment devenir numéro 1 de son entreprise ». C'est un vieux livre. Ça se lit en 1 heure. Hein. C'est 100 pages écrites en caractère 15. Mais ces 75 lois, si tu les suis, normalement, tu vas être successful, quoi. Tu vas vraiment être un mec qui réussit. Tu es content. Et il y en avait une, c'était de repérer dans la direction d'une entreprise quels étaient les points communs entre les différents dirigeants. Et finalement, les points communs, c'est social. Hein. C'est pas, donc, c'est par exemple quelqu'un des gens qui ont fait les mêmes études, des gens qui s'habillent de la même façon, repérer les codes. Et donc, finalement, en fait, les 3/4 du fait de convaincre Bolloré, moi, ça a été me mettre dans ces codes, en fait.
C'est des trucs idiots. Pendant 5 ans chez Waller, je disais aux hommes, heureusement les femmes, elles n'avaient pas ça à respecter, mais les hommes, ils avaient un costume bleu, une chemise bleue. Bon, j'ai un peu gardé ça, la chemise bleue, j'ai toujours gardé ça, mais parce que c'était le code Bolloré, c'était pas pour autre chose. Parce que, c'était des trucs idiots comme ça, puis il y en avait plein. Et finalement, les points communs que j'avais, moi, avec Vincent Bolloré, il y en avait un certain nombre, qui étaient d'ailleurs assez personnels, et qui ont participé au fait de convaincre. Voilà, donc après, ça reste une histoire d'homme, ça reste une histoire d'audace. C'est faux, voilà, c'est un jeu d'acteur, etc. Enfin, mais c'était très particulier, mais beaucoup d'énergie aussi dépensée, je dois dire, et qui n'était pas dépensée forcément là où ça devrait être, et ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, mon énergie, elle est conduite intégralement dans la croissance de Waller, pas autre chose. Voilà. Et à l'époque, il a fallu montrer aussi, par exemple, que moi, à titre personnel, avec mon projet, je pouvais servir le groupe, je pouvais aider à digitaliser tel ou tel aspect. Voilà, c'est comme ça que j'ai convaincu. Je n'ai pas convaincu sur l'idée pure de Waller. Voilà. Et puis, ça, c'est la base de l'entrepreneuriat, si tu apportes. Oui, bien sûr. Il faut une plus-value, il faut une logique industrielle. Voilà. Et ça, ce n'était pas simple à trouver. C'est trouver les bons appuis, c'est très politique en réalité. Puis c'est en partie de la vente, en fait. Ah ben c'est de la vente, de toute façon tout est de la vente. Là, l'exercice que nous faisons, c'est de la vente. Ouais. Marrant parce qu'on s'aperçoit que pour convaincre qui que ce soit, il faut toujours trouver des points communs qui n'ont rien à voir avec l'objet de la vente et qui sont culturels en fait. Et ça, c'est important. Hein. Bah, vous voyez, par exemple, Bolloré, mais c'est marrant. Il y avait la Bretagne, donc moi j'aime bien la Bretagne. Alors il y avait tous ces, puis c'était des trucs d'enfance aussi. Quand il était gamin, il avait fait du scoutisme. Alors moi j'en avais fait aussi, donc des choses comme ça. Il faut savoir repérer, mais ça peut pas être deviné non plus. Moi j'avais eu la chance aussi de me faire ami en quelque sorte avec des gens qui le connaissaient bien. Mais véritable amitié par ailleurs, mais voilà, se faire conseiller, c'est toujours une bonne chose. Mais après, un milliardaire, c'est épuisant. Autant je lui dois énormément, je suis bien loin de tout ce qu'on entend dire de lui sur les médias. Ça, j'en ai strictement rien à faire. Pour moi, c'est l'homme capitaine d'industrie qui m'a lancé quelque part. Hein. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'était se faire entourer aussi, c'est une très bonne chose, et c'est épuisant parce qu'un milliardaire, il n'est pas milliardaire pour rien. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un type, c'est surtout d'abord un entrepreneur dingue. Qui a 1000 idées à la minute, qui est lunatique au possible. Voilà. Mais moi, j'ai tout appris. Hein, j'ai tout appris avec cet homme-là. Hein. Alors, donc, tu as rencontré beaucoup de gens. Il y en a un avec qui ça a fité parce que tu as rencontré beaucoup de gens. Tu as fini par rencontrer quelqu'un qui avait des valeurs communes et à qui ton projet plaisait. Maintenant, tu t'es sorti du cocon. Tu es face au GAFA sur un marché compliqué. En plus, l'édition de logiciels en France, c'est compliqué. Tu as un marché d'origine qui est plus petit que celui des GAFAM. Tu es confronté effectivement à la problématique européenne qui est qu'il faut de la croissance rentable. Comment est-ce que tu vas faire pour justement défaire les GAFA? Tu es à 500 000 utilisateurs. Tu as un chiffre d'affaires par utilisateur qui est plus faible que celui de Facebook parce que tu fais les choses de façon éthique, en tout cas avec un business model qui est différent, on va dire plutôt. Oui, non, mais éthique, on peut le dire. Hein. Réussir à gagner zéro, parce que moi j'ai eu l'avantage de participer à des projets, non pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant que prestataire, à des projets qui ont franchi le $1 milliard de valorisation. Je sais que le zéro qui coûte, c'est celui entre 2 millions et 20 millions. Comment est-ce que tu vas attraper ce zéro? C'est du mental. Hein. En vrai, j'arrêterai jamais jusqu'à réussir. Voilà comment je vais faire. Donc, j'en sais rien comment. Il s'est trouvé que... encore une fois, il n'y a pas de recette, mais je pense que ce dont on parle précisément ici, c'est le mental de l'entrepreneur. Ses qualités psychologiques, j'allais dire psychiatriques. Moi, je suis un mec absolument borné, en fait. C'est-à-dire que il peut y avoir autour de moi 100 personnes qui me disent non, là, c'est pas rouge, c'est vert. Moi, si j'ai décidé que c'est rouge, quoi. Et donc, ça, je crois, c'est un trait qu'on retrouve d'ailleurs chez
d'autres entrepreneurs. Hein. Steve Jobs, quand il montait ses produits, il est exactement comme ça. Il disait non, mais c'est pas qu'il mentait, mais il déformait la réalité. C'était d'ailleurs un principe de distorsion assez réputé. Enfin, ça faisait partie des choses qu'on disait de lui, c'était qui tordait la réalité. Et je pense que ceux qui bâtissent le monde de demain ou le monde d'aujourd'hui, c'est des gens qui nécessairement tordent la réalité, mais ils la tordent parce qu'ils vont finir par y arriver. Et ça, c'est la réponse à ta question. Les GAFAM, ce ne sera pas éternel. La conviction que j'ai depuis 15 ans, 10 ans, disons que ça s'est un peu affiné aussi ces dernières années, c'est qu'à un moment donné, politiquement et socialement, nos peuples ne pourront plus accepter ce que nous imposent ces entreprises, qui ne sont plus des entreprises, qui sont des puissances comme des puissances d'État. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver depuis un ou 2 ans. Et ça va s'accélérer. C'est-à-dire que ces géants-là, ils vont enfin se retrouver face à un écosystème économique et politique qui va leur résister et qui va leur résister fortement. Ça, c'est ma conviction. Sans conviction, on ne fait rien. Et c'est pas Waller ou Jamespot ou Talkspirit ou Twake ou Linagora, toutes ces boîtes que nous connaissons et qui sont sur les mêmes démarches que la mienne, qui seuls ou même ensemble réussiront à les contrer. C'est pas ça. C'est notre volonté politique. Et je pense que nous, les entreprises, les chefs d'entreprise, ceux qui avons droit de parler et qui avons parfois des tribunes, nous devons porter un message politique. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'entrepreneur qui ne fait que du business. Moi, si je suis entrepreneur, c'est que je suis pas né entrepreneur, si tu veux. Je suis né avec envie de faire des choses. Il se trouve que la façon de faire des choses dans notre monde aujourd'hui, c'est de faire des entreprises, entreprendre au sens propre du terme, faire de la politique, faire de la culture, de l'art. Enfin, il y a 1000 choses à faire dans la vie. Moi, j'en fais 1 ou 2, mais clairement, je fais de la politique quand j'entreprends. C'est-à-dire que la politique, non pas au sens partisan, mais vraiment au sens où ce que nous faisons, les valeurs que nous défendons dans tout cet avènement numérique, quand tu parles d'éthique, justement, moi, je dirais plutôt de politique. Parce que ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de quelle société on veut pour nos enfants, en fait, pour nos proches, pour nous-mêmes. On ne veut pas d'une société où tout le monde est en permanence sur son écran. On ne veut pas d'une société où la moindre chose que tu vois dans les médias sociaux, j'entends, c'est influencé par tes lectures et tes préférences. C'est-à-dire tu ne vois pas la réalité. Tu vois de la pub, en fait. On n'a pas envie d'un monde où, quand tu lis le journal, tu as des pages entières financées par Google, comme hier, dans le Figaro. On ne veut pas d'un monde comme ça. On veut d'un monde probablement plus sage, probablement plus humain, avec du temps qui... Voilà, à l'européenne, quoi. Et l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est un peu différent. Et moi, je porte ça... en fait, je suis plus français ou européen qu'entrepreneur. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc voilà, la façon de faire, la réponse n'est pas dans le business, en fait. La réponse, elle est dans la croyance que c'est de l'espérance, en fait. Dans l'espérance que les gens vont se mobiliser et qu'à un moment, ça suffit, quoi. On ne peut pas se laisser bouffer comme ça. C'est pas possible. Hein. L'économie de l'avenir, c'est l'économie de la technologie et du numérique. Aujourd'hui, l'Europe est en train de... si elle ne se bouge pas, c'est fini, quoi. Hein. On sera plus qu'une colonie numérique, c'est ce qu'on raconte tout le temps comme image. C'est une bonne image. Ça, c'est pas possible, ça. C'est absolument pas possible. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, on a un entrepreneur qui a une vision. Et je pense que ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire, pour faire une vraie entreprise qui va très, très loin, il faut une vision et il faut pas, et il faut jamais en sortir. Et le jour où on en sort, c'est le jour où il faut vendre, en fait, parce qu'on n'est plus dans le match. C'est possible, hein, oui, absolument. Puis ouais. Mais c'est pour ça que les gens nous suivent. Hein. Oui. Moi, j'ai un de mes camarades qui vient de vendre. Et effectivement, depuis 2-3 ans, je sentais qu'il n'était plus dans sa vision d'origine. Il était temps qu'il arrête. Parce que c'était plus son projet. Et tu sais, moi, je crois qu'on ne suit pas les gens qui sont un peu... Enfin, on suit les fous. C'est ça qu'il faut comprendre.
pas la folie qui prend de mauvaises décisions, la folie qui donne de la vision, en fait. Et les gens suivent des fous, c'est une évidence. Ouais. Tu sais, j'essaye de me rassurer comme je peux. Hein. Non, mais c'est exactement, c'est ce que moi je constate tous les jours. Mais c'est vrai. Et c'est la grosse difficulté, justement, quand on essaie de lever, c'est que si on veut lever avec justement un industriel ou un family office, il faut convaincre un fou. Parce que oui. Il y a des fous qui réussissent. C'est ça. Exactement. Alors, justement, on parlait de politique. Puis après, je suis assez d'accord parce que politique, la racine politique, c'est le choix. Donc, c'est le choix des valeurs, en fait, quelque part. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite, comme chose évidente, pour faire en sorte que vous alliez tous plus vite? Parce qu'en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les GAFA ne sont pas ton adversaire parce que tu penses qu'ils vont tomber tout seuls. Le truc, c'est que vous réussissiez à vous développer sur une vision différente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir... Parce que moi qui ai fréquenté un petit peu les palais de la République, dans les télécoms, les gens vont très bien, très très bien. Et il y a plein de domaines où on est très fort en Europe. Dans les logiciels, on peine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les éditeurs de logiciels s'en sortent mieux? C'est peut-être, il faut poser la question aux éditeurs de logiciels eux-mêmes. C'est-à-dire, oui, tu me poses la question, évidemment. Mais non, mais je pense que les stratégies des éditeurs de logiciels doivent évoluer en ce sens où quand on édite un logiciel, d'abord, il faut plateformiser les logiciels. Et il faut arrêter de dire on est éditeur de logiciels avec un S. Je pense qu'on devrait dire on est éditeur de produits, d'abord, ou de plateformes. Donc, je dirais plateformiser, ça c'est très important. Se concentrer sur un produit qui peut avoir de formes variées, évidemment, multiformes, comme Waller, qui embarque plein de fonctionnalités, mais c'est un produit qui a une cohérence. Et il faut apprendre à designer nos produits. C'est-à-dire que moi, je discutais avec Tariq Krim, là, qui est extrêmement engagé d'ailleurs aussi sur les sujets de souveraineté numérique, et qui a un avantage, c'est qu'il a une approche produit très intéressante, parce que c'est le fondateur de NetVibes. Et lui me disait, en fait, le problème des éditeurs de logiciels en France, c'est qu'ils font des produits pourris. C'est qu'ils font des produits moches. Ils font pas gaffe. C'est fonctionnel, mais c'est moche. Et c'est pas. Du coup, la différence avec les produits américains, c'est que les produits américains sont bien faits, en fait. Sont beaux. Tu vois, si on parle du beau et du moins beau. Je pense que. Donc, ça, c'est l'avènement du design. C'est de dire qu'il n'y a pas que la technologie dans le fait de bâtir un logiciel. Il y a beaucoup d'aspects. Malheureusement, tout le monde rabâche ces concepts. Donc, tout d'un coup, ils ont perdu leur saveur. Parce que si je vous parle ici d'user experience, de designer, etc., vous allez me dire, mais on en entend tout le temps parler. Je crois que le début du XXIe siècle était l'avènement aussi le réavènement du design. En fait, il faudrait concevoir nos plateformes comme si nous étions des architectes, comme si nous étions Léonard de Vinci. Et c'est-à-dire mêler l'artisanat de la technologie avec l'art précisément. Voilà, ça c'est une vision que je crois beaucoup d'entrepreneurs avaient bien compris, mais pas trop en France. Enfin, pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc arrêtons de faire des produits moches, faisons des produits beaux. Moi, c'est le premier truc. Et puis ensuite, faisons-le savoir. C'est-à-dire que cette logique, c'est la logique du marketing et de la communication. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est bon, c'est de financer la communication. Moi, quand je suis sorti du groupe Bolloré, c'est la première fonction que j'ai fait évoluer chez Waller, qui est de faire savoir, et qui est... alors évidemment, c'est très cher. C'est ça le problème, c'est que c'est des modèles qui sont assez chers. Et donc, il faut quand même avoir une petite assise financière. Mais c'est comme ça que ça peut marcher. Voilà. Et puis, après, il faut aussi, si on revient au mécanisme peut-être plus business, c'est aussi savoir vendre à des prix meilleurs, c'est-à-dire vendre plus cher. Et arrêter de vouloir toujours baisser nos prix en permanence. Voilà, bon, c'est quelques pistes. Ce que tu veux dire, est-ce que je peux traduire en disant que les éditeurs de logiciels en France, c'était trop des techniciens
Et il n'y a pas assez de vente et de marketing, c'est-à-dire, contrairement à d'autres domaines où il y a une pluridisciplinarité, on n'arrive pas à faire un bon panachage. On a du mal à le faire, en tout cas. Parce que ça, dans les télécoms, par exemple, que je connais bien aussi, c'est la technique et le prix. Le Ouais, reste, ça intéresse personne. ouais, mais tu sais, dans le logiciel, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que des entreprises de logiciels, soit elles sont dirigées par des développeurs, c'est plutôt rare. Donc là, c'est éventuellement l'idée que la technique va l'emporter, peut-être au détriment du marketing, du commerce, de la communication et du design. Mais il y a aussi, pour moi, la plupart des entreprises d'éditeurs de logiciels ne sont pas dirigées par des développeurs. Elles sont dirigées par des types qui se sont alliés à des développeurs. Donc des gens qui ont un bagou technique, mais qui ne sont pas eux-mêmes des techniciens. Et là aussi, je pense qu'on a une carence. C'est-à-dire que nos dirigeants dans le logiciel ne connaissent pas assez le logiciel, ne connaissent pas assez les problématiques de logiciel. Et ça amène effectivement, comme tu le dis, à un mauvais panache en fait entre voilà, pour ces métiers. Et je pense que une bonne vision pour bâtir de bons logiciels, et de bonnes plateformes, c'est vraiment construire que le patron soit le product owner en fait. Ouais. Ça, c'est très important. C'est comme Elon Musk, hein, on en parle tout le temps, pardon de prendre des exemples américains, mais ce type-là, moi j'ai vu un reportage, son titre, il y avait marqué en sous-titre Chief Designer Officer de SpaceX et de Tesla. Donc en fait, ça c'est un peu l'approche, encore une fois, hein, produit au sens large, hein, et qui est une approche véritablement ingénieure aussi, hein, et qui est pas c'est pas du tout du bullshit, quoi. Ça, faut bien le comprendre et l'entendre. Et de toute façon, l'utilisateur final, lui, il se trompe pas, hein. Il va toujours aller choisir un produit qui lui parle, sur lequel il a du ressenti, en fait. Et qui est un produit qui est bien fait. D'ailleurs, là, on est sur Livestorm. Je pense que cette boîte, cette plateforme, elle monte à cause de ça, grâce à ça. Parce qu'elle a un très bon design. Les choses sont simples, épurées, claires, ça donne une bonne impression. Et ça, c'est peut-être le problème de nos éditeurs actuels. À la fois, je dirais ça change un peu, hein. Je ne suis pas que négatif sur ce sujet, hein. Il y a de bons produits qui arrivent à émerger, mais ça met du temps. Ça veut peut-être dire qu'il faudrait que dans nos écoles d'ingénieurs et de commerce, il y ait un peu plus de multidisciplinarité, c'est-à-dire sorte du fait qu'il faut avoir un diplôme de timbrage de timbre pour timbrer des timbres, quoi. Exact. Et ça c'est vrai que c'est très français, le système des filières. Mais c'est vrai aussi en Angleterre, en Allemagne, la notion de l'université mère de tous les savoirs, c'est pas un truc qui est si développé que ça en Europe. Ça, c'est clair. Je pense que l'approche filière, elle a ses limites. Ouais. Elle a ses limites. Non, mais après, bon. Après, l'avantage quand tu es entrepreneur, c'est que tu fais un peu ce que tu veux, quoi. C'est ça. Ensuite, il y a une deuxième question. Bon, ça, c'était sur la culture. On a un problème culturel qu'on peut peut-être partiellement régler. Est-ce que d'un point de vue marché, est-ce que tu as des difficultés, toi, à manger l'Europe comme un GAFA a mangé, par exemple, le Texas en partant de la Virginie, quoi? Oui, c'est le problème de l'unification du marché, le problème de la langue aussi. Voilà, quand on déploie des outils commerciaux et des personnels qui ne parlent pas forcément toutes les langues européennes. Et puis, je dirais peut-être, on a un handicap majeur, c'est que nous sommes assaillis par les GAFA. Moi, quand je vends Waller dans les universités, par exemple, on a pas mal d'universités qui sont équipées de Waller. Et aujourd'hui, même des universités européennes, c'est des conglomérats d'universités. J'ai 4 projets comme ça aujourd'hui, c'est vachement bien. Mais quand on va vendre Waller, on vend Waller, ça coûte de l'argent. On a face à nous Microsoft qui donne ces outils aux universités et à tout le monde de l'éducation.
Ouais. Ça, pour moi, c'est de la concurrence déloyale. Ouais. C'est absolument, ça devrait être illégal. Et donc, la difficulté, elle est encore pire, quoi. C'est double ou triple difficulté. Parce que la concurrence mondiale, elle s'applique sur nos territoires locaux. Voilà. Donc, il faut pas changer de cap parce que voilà, ce qui va aussi toucher les gens, c'est la différence. Le produit Waller n'est pas une copie conforme de Teams ou de, je sais pas quoi, de Facebook Workplace ou autre. C'est un produit qui s'est construit en tant que tel, qui a une structure différente, qui a des mécanismes différents, qui est construit, parce que nous, on a mis au cœur de toute la construction de notre produit la privacy by design. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, la plateforme est conçue pour ne pas trahir l'utilisateur, pour le protéger. Voilà. Donc, il y a pas mal d'options comme ça, enfin d'options et de choses qui sont designées en ce sens. Ça, c'est un point clé majeur. C'est-à-dire qu'on garantit un certain niveau de confiance qui est très élevé entre l'utilisateur et l'outil qu'il utilise. Ça, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas des outils de Microsoft ou autres. Hein. Même je sais que ce n'est pas du tout le cas. On garantit aussi tous les règlements, vous savez, RGPD, etc., qui font qu'est-ce qui se passe sur l'exploitation des données, même dans le B2B. On a vu un scandale à nouveau émerger, mais malheureusement, maintenant, les gens sont vaccinés au scandale des GAFA. Ils ne les voient même plus, mais il y a eu un truc incroyable, c'est qu'on s'est aperçu que dans Teams, Microsoft donnait aux administrateurs un score de productivité nominatif sur votre propre travail. Si vous utilisez Teams, sachez que vos administrateurs voient en fait la rentabilité de votre travail. Je ne sais pas ce qu'on appelle la rentabilité ou la productivité. C'est sûrement, j'imagine, l'utilisation massive. Mais on est tombé sur la tête, quoi. Et donc, il y a même de l'exploitation de données perso dans les outils pro. Ça, alors que la promesse d'un outil professionnel, à la base, hein, c'est quand même de donner les clés au DSI, quoi. Enfin, donc, mais apparemment, c'est pas le cas. Voilà. De la même façon, nous, Waller, on a la chance d'être déployés chez France Télévisions, comme réseau social interne, bien. Pourquoi? Parce que Delphine Ernotte s'est aperçue, il y a 2 ans, au moment de l'affaire Cambridge Analytica, que dans le contrat Facebook Workplace qu'ils étaient en train de signer pour une plateforme collaborative interne, eh bien, il y avait une clause que Facebook refuse d'enlever. C'est la clause qui dit que les cookies, Facebook, permettent de suivre l'ensemble de la navigation de l'utilisateur, donc du journaliste, où qu'il aille sur Internet. Voilà. Et ils ont voulu enlever cette clause. Jamais Facebook n'a accepté. Ils étaient même prêts quasiment à signer. Et heureusement, Ernotte a pris une décision politique. C'est là où je dis qu'il y a quand même là-dedans pas mal de politique, parce que c'était courageux de dire, non, on va prendre une solution française. Voilà. Ouais. Donc, ce que je retiens, si on doit résumer, c'est que moi, je suis heureux de ne pas entendre le mot réduction de charges, crédit gratuit, etc. Ça change d'habitude. L'essentiel de ce qu'on demande en réalité, c'est pas de distorsion de concurrence. Oui. C'est-à-dire pas de vente à perte, pas de vente gratuite, exact. Pas de forçage, quoi. Juste que la réglementation soit la même pour tous et qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme ça complètement absurdes où en fait on ne peut pas on peut pas se comparer. Non, on ne peut pas se comparer, on ne peut pas jouer dans la même cour. Le produit est donné gratuitement. Ouais. Et ce sont des bons produits, il n'y a pas de question là-dessus. Bah c'est ça. C'est ça, à la limite, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que dans le commerce, la vente à perte, elle est interdite. Là, ça ne peut être que de la vente à perte, par définition. Ah, c'est de la vente à perte, bien sûr, mais après, ils arguent évidemment fallacieusement, j'ai envie de dire, parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils aident. Tu vois, ils aident les commerçants, Google aide les commerçants, Microsoft aide l'éducation. Tu comprends, ces petits jeunes, il faut les éduquer, il faut leur donner des outils pour l'avenir, avec peu de moyens que nous avons. Ça, il faut arrêter. Ils aident Pôle emploi, Google forme au numérique tous les chercheurs d'emploi. Ils les forment à quoi? À Gmail, enfin, tu vois, à leurs outils, quoi. À Google Ads, voilà, c'est n'importe quoi. C'est juste, c'est une farce, en fait.
Et on est là, on est tout content. Évidemment, là, pourquoi ils ont des pleines pages dans le Figaro et tout? Parce qu'ils financent. Ils financent. Je crois que le Figaro, ce que j'ai lu hier, j'ai pas vérifié les sources, m'en voulais pas si c'est faux, mais enfin, ça a quand même été écrit, toucherait 2 à 3 millions d'euros par an de Google. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Donc c'est voilà, évidemment, hein, les médias c'est un problème aussi. Mais, bref, ils utilisent de tous les moyens. Ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition et il est temps de réguler, comme tu le dis, il est temps de réguler. On a besoin de régulation, on a besoin que la loi soit respectée ou que la loi évolue pour cesser de nous faire écraser. Voilà, c'est parce que sinon, comment veux-tu qu'on évolue enfin, que notre avenir ait un tout petit peu de souveraineté. Et la souveraineté, c'est une chose, c'est pouvoir bénéficier d'un peu de liberté, c'est tout. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. On est tous, en Europe en particulier, parce qu'on n'a pas le courage de prendre des décisions peut-être faciles à prendre. Hein. On n'a pas le courage de couper les ponts, en fait. Mais je dis pas que c'est simple, parce que je pense que la condition même européenne complexifie ces aspects. Mais en tout cas, il est bien sûr qu'il faut encourager toutes les initiatives qui vont dans le sens de la régulation, comme la taxation des GAFA. Pourquoi il y a eu des critiques sur ce sujet? Il n'y a aucune raison. Il est grand temps de les taxer davantage. Et d'ailleurs, moi, je salue Bruno Le Maire à chaque fois que je peux, parce que c'est quand même le seul qui a eu le courage, même contre tous les autres pays, de démarrer. C'est certainement imparfait. Et puis là, il y a un travail remarquable qui est en train d'être fait au niveau de la Commission européenne, avec Thierry Breton, Marguerite Vestager, qui se démènent contre les lobbies, contre... Vous ne pouvez pas savoir. Et ça, ces gens-là, il faut les soutenir. Ces gens-là, ils ne sont pas de droite, de gauche, je ne sais pas quoi. Ces gens-là, ils pensent au moins à l'Europe, aux pays qui sont dans l'Europe, qu'on soit plus nationaliste, qu'on soit européiste. On s'en fout, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arrêter de nous faire marcher sur la figure. Ouais. En tout cas, on arrive au bout, là. Là, on a vu un entrepreneur qui a levé des fonds là où, en principe, c'est impossible. Qui s'est mis sur un marché là où, en principe, c'est aussi impossible. À qui on demande ce qu'il veut, il demande juste que tout le monde respecte les règles. Donc, vous voyez que c'est possible. Et en plus, je crois que ça marche. Donc, bien sûr que ça marche. Est-ce que tu veux répondre à quelques questions avant qu'on de... Alors, si les personnes veulent bien poser 2-3 questions, pourquoi pas. Après, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions non plus. Voilà. En attendant... Il y a Marc qui nous dit que la chaire de l'IA à Polytechnique est financée par Google. Bah, évidemment. Ça, les exemples sont nombreux, malheureusement. Il faudrait mettre en exergue les exemples aussi. Il y en a absolument partout. C'est vraiment compliqué. Mais je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, on le voit sur les marchés auxquels on répond, nous, dans le business. Il y a de plus en plus une prime. Encore hier, j'étais avec un client qui m'a dit qu'il était prêt à payer un matériel français un peu plus cher, et surtout si en plus c'était écolo. Ça bouge quand même. Et si on part perdant, on risque. Ah ben non, il ne faut pas partir perdant, clairement. Moi, je suis extrêmement optimiste. Ouais. Extrêmement optimiste. Et il faut l'être. Voilà, c'est pas... Ok, est-ce que, pour conclure, est-ce que tu as quelque chose de formidable à nous annoncer pour ici de l'heure? Quelque chose de formidable. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, j'oserais pas. Il y a des trucs formidables dans les cartons, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a des réseaux formidables qui vont se créer. Des trucs qui ont un peu de la gueule. Mais attendons. Soyons pas... Je préfère pas donner d'annonces qui ne se réalisent. Et tu as quelle part de ton chiffre qui est en Europe hors France? En Europe hors France, on fait 10%. D'accord, sans faire d'efforts particuliers, du coup, je suppose, pour l'instant. Ben non, parce que notre effort aujourd'hui commercial, il est en tout cas francophone. Voilà, donc c'est sans effort plus que ce que nous... Enfin, voilà. Et comme c'est un sujet que moi j'ai évoqué dans mon audition à l'Assemblée, est-ce que toi, tu aurais une difficulté à vendre beaucoup, par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas, sans investir d'argent sur place?
Est-ce que tu aurais le problème qu'ont certains éditeurs français qui sont obligés d'établir une filiale et d'embaucher des gens qui parlent la langue locale pour faire du vrai chiffre, entre guillemets? Est-ce que pour toi, c'est un Il sujet? est... Non, oui, il est probable qu'il faille investir en local, je pense. Parce que, pourquoi? Parce que notre stratégie, c'est d'aller vendre évidemment à des organisations un peu volumineuses. Plutôt des grands comptes. Les grands comptes, ça prend du temps, ce sont des ventes longues, ce sont des ventes dans la langue des clients concernés. C'est pas. Alors, il y a aussi sur Waller, évidemment, la possibilité de payer avec une carte bleue, de s'inscrire, voilà, jamais rentrer en contact avec nous. Mais c'est pas ça qui fait notre chiffre d'affaires. C'est pas ça qui fait notre développement. Ouais, donc tu as, le même sujet que la plupart des gens Il que faut des relais. Après, c'est pas forcément des collaborateurs. Hein. C'est des relais. Ça peut être des vendeurs, des revendeurs. Ça peut être c'est du channel management qu'il faut réussir à construire. C'est des partenaires. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, j'ai vu hier, on m'a envoyé, il y a une initiative franco-allemande sur le développement d'un droit commun pour que ce soit plus simple, justement, d'ouvrir une filiale locale. Ah oui, d'accord, ça, c'est une très bonne chose. C'est en train d'être fait, mais c'est une initiative franco-allemande. C'est pas encore une initiative européenne. Contrairement à la directive sur le numérique, où là, effectivement, il y a un énorme travail qui est en train d'être fait. Et c'est vrai que les premiers textes qui sont sortis, c'est quand même relativement prometteur. On a quand même un règlement RGPD qui est déjà une vraie avancée. Oui, ça c'est certain. C'est pas que des ennuis pour des boîtes installées en France. Je suis d'accord. Non, c'est une façon de se distinguer aussi. Ouais. Dans nos offres, dans notre façon de bâtir nos softs, etc. Et ben à ce moment-là, puisque tu ne veux pas nous parler de ce qui va sortir dans les 3 prochains mois, on en reparlera dans 3 mois. Exactement, avec plaisir. Et ben merci. Merci à toi, Eric, pour cette discussion. Et puis, on reste en contact et on remettra ça. Merci. Salut, à bientôt. Salut. Au revoir.